Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette deuxième journée du Parlement de la photographie 2023. Nous avons eu hier une journée déjà riche d'échanges autour de thématiques fort passionnantes et nous attaquons cette matinée autour d'une préoccupation évidemment éminemment fondamentale qui est celle de l'éducation à l'image. Et cette éducation à l'image qui est un des piliers fondateurs de bien des axes d'orientation de nos lieux de diffusion, de nos festivals, voilà, et sur lequel nous avons une grande vigilance au ministère. Je salue mes collègues de la DG de TDC qui sont dans la salle et qui nous soutiennent aussi beaucoup dans cette action, notamment à l'endroit du réseau Diagonale et du programme Entre les images dont on va parler. Je remercie Louise Touré, qui est journaliste et qui fait cette fabuleuse émission à France Culture, Être et Savoir, qui a accepté de faire la modération de cette belle table ronde et ses intervenants. Et merci à vous quatre d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Voilà, je ne serai pas plus longue, je laisserai Louise présenter chaque intervenant. Nous poursuivrons cette table ronde par une présentation donc, du programme Entre les images avec un dialogue entre Raphaël Berthaud, que je vous présenterai ensuite, qui a travaillé sur ce dispositif, et puis en conversation avec Alexandre Guerquinger, photographe qui a beaucoup travaillé dans le cadre de ce programme et qui en a sorti un fabuleux projet artistique. Voilà, donc à tout à l'heure et bonne matinée. Est-ce que... Ah oui, ça marche. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et merci de m'avoir proposé l'animation de cette table ronde. Donc, on va parler d'éducation à l'image qui est, selon moi, hein, ça c'est ma propre opinion, à la croisée de l'éducation artistique et de l'éducation aux médias. Ce sont toujours des sujets d'actualité concernant... l'éducation des enfants et des adolescents, mais même la nôtre, c'est éduquer son regard et éduquer son esprit critique. Ça sert absolument tout le temps. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Tout ce que j'ai d'important à vous dire, c'est que on va écouter 4 intervenants extrêmement intéressants. Ils vont nous parler très précisément de leur projet. On a des questions thématiques à leur poser, mais on attend aussi vos questions à un moment ou à un autre. Donc au bout d'un certain moment, je vais commencer à vous regarder, vous levez la main et je vous donne la parole. Parce que moi, j'ai évidemment plein de questions, mais je crois que je m'y connais peut-être moins bien en termes de photos, d'images que vous, et vous avez sûrement des choses très pertinentes à nous dire. Si jamais ça n'arrive pas, j'ai une liste de 150 questions et je peux tenir 6 heures. Mais on ne va pas faire ça non plus parce qu'on a un timing. Donc je vais sans plus attendre saluer les intervenants. Bonjour Eric Sinatora. Bonjour. Bonjour Céline Duval. Bonjour Christine Vidal et bonjour Fred Boucher. Ça c'est l'ordre dans lequel vous allez passer. Donc on a les présentations derrière. Eric Sinatora, je commence avec vous, membre fondateur du GRAPH. Vous allez évidemment nous dire un mot de ce qu'est le groupe de recherche et d'animation photographique qui agit depuis longtemps dans son territoire. Moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est ce que vous déployez en termes d'éducation à l'image, très précisément avec le GRAPH. Voilà, donc le GRAPH est une association d'éducation populaire et pour nous, ce sont des valeurs qui sont très, très importantes, éducation populaire, éducation. Nous développons 3 axes de travail, un culturel et artistique avec une programmation à l'année, un festival, fiction documentaire et des résidences d'artistes. Un deuxième axe, c'est justement l'éducation à l'image, à partir de notre programmation et des artistes qui sont présents sur notre territoire. Et le troisième axe, c'est un axe social, c'est comment permettre à des gens éloignés de la culture de se rapprocher de cette culture et d'une pratique artistique. Pour donner des exemples, nous avons un atelier à destination de malvoyants, on travaille avec un collectif de femmes gitanes, enfin voilà, on développe pas mal de projets également dans le cadre de la politique de la ville. Donc, nous sommes dans l'Aude, à Carcassonne, c'est un département rural. Quand on parle de mobilité, chez nous, c'est un véritable problème. Et donc, en termes d'éducation à l'image, c'est nous qui allons sur le territoire à la rencontre de nos différents publics.
Donc en termes d'éducation à l'image, on intervient de la maternelle jusqu'à, on peut dire, l'université, mais ça je crois qu'on en parlera tout à l'heure, puisqu'on a développé un bac pro sur Carcassonne, etc. On s'inscrit sur le territoire. On intervient également à la faculté d'éducation sur la formation des enseignants, et Jeunesse et Sport nous sollicite également pour la formation de ces personnels. Donc, dans les instituts de formation des enseignants, ça s'appelle les INSPE maintenant. C'est ça. Ça a beaucoup changé de nom ces dernières années. Donc, une formation tout au long du parcours académique qui commence à la maternelle et qui se termine pour la formation des enseignants. Il y a un projet qui m'a particulièrement intéressée, c'est encore un peu à l'état de projet, c'est une classe image au collège. Oui. Alors peut-être que vous connaissez les classes musique en 6e, quand on a certaines heures dédiées à l'enseignement de la musique. Il y a aussi, pour le théâtre, ça existe. Et les classes images, c'est un peu tout nouveau. À quoi ça pourrait ressembler? Alors, d'abord, nous, on inscrit ce projet sur un ensemble. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a participé à la création d'un bac pro photo qui va maintenant évoluer vers un BTS. Et en 2012, avec l'agence Hans Lucas et l'université de Perpignan, on a développé sur Carcassonne un diplôme universitaire, photographie documentaire et écriture transmédia. Il manquait un chaînon, il manquait la première marche au niveau des primaires et des collèges. Et donc notre projet, c'est de, comme vous l'avez dit, au même titre que la musique, la danse ou le théâtre, de créer une classe à horaire aménagé. Alors il y a des classes à horaire aménagé en art plastique, mais en photographie, je crois qu'il y a un projet qui est développé à Châlons, mais en tant que classe horaire aménagée photographie, je pense qu'on est parmi les premiers à initier. Donc comment ça se passe? C'est tout simplement 2 heures hebdomadaires sur un collège qui sont consacrées à la photographie. C'est un travail en binôme entre moi-même pour le graphe et une professeure d'art plastique. Donc on amène à ces enfants à la fois l'approche technique, mais également tout ce qui est le décodage de l'image, l'analyse de l'image. Nous organisons des rencontres avec des artistes qui exposent au sein du collège, et on sort du collège, et ça, dans notre département, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation. On sort du collège pour aller visiter des festivals, donc fiction documentaire à Carcassonne, mais également Manifesto ou MAP maintenant sur Toulouse, ou Images singulières. Alors, on tient là plusieurs axes qu'on va développer, c'est-à-dire quelle pédagogie, qu'est-ce qu'on fait précisément, et puis à quoi on s'éduque, puisqu'on éduque son regard. Donc on va évidemment faire des photos, mais on va aussi s'éduquer en tant que spectateur. Je crois qu'en tant que regardeur Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, voilà, on est à la fois dans la pratique. À cet âge-là, il faut très rapidement mettre les enfants en situation de faire des images. Mais il faut également aller dans le sens où on sélectionne aussi ces images. C'est vrai qu'avec les téléphones portables, c'est des milliers et des milliers d'images qui sont faites. Voilà, moi j'interviens dans des classes de 5e où les élèves ne savent pas ce qu'est un album photographique, par exemple, ne savent pas ce qu'est un album de famille. Donc on travaille aussi cet aspect des différents genres de la photographie. Ça sert à quoi une photographie? Comment ça peut nous être utile? Attention à ce qu'on fait. Et puis évidemment tout ce qui est diffusion sur les réseaux sociaux et vraiment qu'est-ce qu'on fait de nos images? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Des problèmes archi-contemporains qui nous concernent tous. J'ai juste une question sur l'acoustique. Nous, on a un retour qui résonne un peu. Ça va? Vous entendez tous bien? Ok, donc c'est plutôt ici que ça résonne, mais on s'entend bien quand même. Ça fait un petit peu bocal. C'est pas grave. Dernière toute petite question, parce que c'est un point qui m'a intéressée. On sait que les classes musique, par exemple, ces fameuses classes à horaires aménagés, ont tendance à attirer les meilleurs élèves, des familles qui ont pu aller au conservatoire et que ça fait un petit tri social. Alors, pas systématiquement, mais en général, c'est ce que ça donne. Qu'en est-il des classes images? Alors, classe image, c'est un très, très gros brassage. Donc, pour cette expérimentation, cette année,
année, on a tapé dans toutes les classes du collège sur le volontariat. Et effectivement, on n'a pas ces meilleurs élèves. On a aussi bien des élèves de ce qui sont donnés comme les bonnes classes. Et d'ailleurs, l'expérimentation va s'étendre. Et l'année prochaine, on espère tenter aussi cette expérience sur les classes techniques. Non, il n'y a pas c'est vraiment basé sur le volontariat. C'est la curiosité des enfants, l'envie. Il y a encore un attrait. Enfin, il y a un attrait pour la photographie. Et les enfants qui arrivent, c'est en gros, j'ai un téléphone, mais je ne suis pas content de ce que je fais avec, ou j'ai envie d'aller plus loin, ou voilà. Il y a vraiment un intérêt pour la photographie. Et ça, on le voit à tous les niveaux, y compris quand on développe les projets entre les images, que nous développons aussi sur le territoire. Il y a aussi l'envie de... Alors oui, l'intérêt, c'est rencontrer aussi l'artiste. Partager un univers. On va parler de la place des artistes, voilà. Enfin, un petit teasing comme ça. Céline Duval, on sort un peu de l'école avec vous. Vous êtes directrice du pôle de photographie Simultania et vous allez aussi nous en parler. Mais ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui comme projet spécifique, c'est un jeu. Un jeu qui s'appelle Les mots du clic. Je crois qu'il y avait un exemplaire. Voilà. Il y en a un là-bas. On pourra voir. Et c'est un jeu pour parler autour de la photo. Ça, c'est de l'éducation à l'image aussi. Donner la parole, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement à Simultania. Je peux vous raconter un tout petit peu l'histoire de Simultania pour vous faire comprendre pourquoi on en est arrivé là. En gros, cette histoire se fait en deux parties. La première partie commence en 1987, se termine en 2006. À ce moment-là, on est dans une friche qu'on appelle joliment délabrée. Il y a énormément d'expositions de photographies, de concerts. Voilà. En 2006, on déménage. Et dans les nouveaux locaux où on arrive, toujours à Strasbourg, on peut se permettre enfin d'avoir un service des publics. L'équipe s'agrandit, on peut accueillir les gens dans des conditions correctes. Et puis là, on commence à ouvrir un établissement secondaire aussi, d'abord à Lyon, et finalement, cet établissement va être transféré à Givors. Donc on est sur deux sites, Simultania est sur deux sites, le quartier-gare à Strasbourg et Givors. Et sur ces deux sites, on travaille énormément avec des gens qui sont des étrangers primo-arrivants, et donc allophones. Et donc c'est un public qui a besoin d'apprendre le français, évidemment, mais qui a besoin de mots aussi pour regarder l'image. Et donc c'est ça qui fait qu'on se lance dans la création de cet outil. Je vous explique un petit peu comment on l'a créé. Donc ça commence en 2012, 2013. On utilise des petits papiers, un début de jeu qui est créé par les musées de la ville de Strasbourg. En fait, pareil, c'est l'idée d'aider un petit peu l'analyse et la critique de l'image. On a des mots qui sont répartis en papier, en plusieurs catégories. Et puis, on va comme ça accompagner les gens à cette analyse. On va voir les musées, on leur demande si ça les intéresse de développer cet outil spécifiquement pour la photographie. Les musées sont une machine tellement lourde que ce n'est pas possible pour eux de se lancer dans le développement de cet outil à ce moment-là. Et donc nous, on se lance tout seul. Et donc on crée ce jeu, les mots du clic. On peut peut-être passer... je ne sais pas si c'est moi qui peux passer ou... On a une petite télécommande. Voilà, donc on a plusieurs cartes, plusieurs catégories de cartes. Les cartes caractéristiques, l'apparence, le temps, l'espace, la volonté, les référents. Et toutes ces cartes vont permettre d'accompagner la critique de la description de la forme de l'image jusqu'au référent, jusqu'à l'intention de l'artiste. Et très vite, donc, ce jeu, on l'utilise dans plein de contextes différents. On le dit open source, donc on peut l'utiliser dans les musées, on peut l'utiliser chez soi, à l'école, dans une classe. Et nos partenaires vont nous dire, on a du mal à trouver les images, on ne sait pas où les chercher sur Internet, avec des banques d'images, ça ne fonctionne pas, comment peut-on faire? Et c'est là que nous, au fur et à mesure des années, on va venir apporter des supports de jeu, et des supports de jeu qu'on va créer avec des artistes autour du corps,
des relations personnelles, du sport et du travail. Ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est pas vraiment juste de l'éducation à l'image, c'est aussi de l'éducation par l'image, c'est-à-dire tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans la tête des personnes quand on échange autour d'une image, c'est déjà de l'éducation. Pour vous, est-ce que c'est juste de l'éducation artistique? Comment vous qualifiez, en fait, est-ce que vous le qualifiez d'ailleurs, cette démarche? Alors ça rentre dans plusieurs objectifs. Il y a bien sûr l'éducation à l'image, mais il y a l'éducation citoyenne, la prise de parole. Et ces prises de parole thématiques nous importent énormément. J'aime raconter cet exemple. Il y a quelques années, j'ai assisté à un atelier mené par une de mes collègues, Astimultania. Elle avait dans son groupe des femmes qui étaient de 10 pays différents, d'origines différentes, qui avaient un niveau de français vraiment débutant, un petit niveau de français. Et elle a commencé à leur expliquer le droit de grève en France. Et je me suis dit, oh, mais ça ne marchera jamais. Presque encore d'actualité. Tout à fait. Et ça marchera jamais. Elles n'ont pas assez de mots. Ça va être très compliqué de les amener sur ce sujet. Et en fait, chacune avait quelque chose à raconter de son propre pays d'origine, avait un avis, avait la volonté de s'exprimer. Et grâce à ce jeu et grâce au support des images, elles ont pu toutes prendre la parole. Alors, le choix des images, parce qu'il faut une certaine qualité d'image, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas des photos random que vous prenez. Donc, comment ça s'opère, ce choix dans le jeu? Et après, quand voilà, les gens ont des images en face d'eux, d'ailleurs, comment ils les choisissent aussi? Alors, je vais vous dire quelque chose un petit peu basique, mais évidemment, si on joue ce jeu avec une image d'une banque d'images, ça marche pas. C'est ce que je voulais vous faire dire. Ça marche pas parce que ça dure 30 secondes, on a tout dit très vite. Donc, évidemment, il faut des images d'artistes, d'auteurs. Nous, les supports de jeu qu'on a créés, c'est que des supports d'images d'artistes avec lesquels on a travaillé, parce qu'on a besoin de les connaître, ces gens, on a besoin de les raconter aussi. Et tous les supports sont accompagnés de petites fiches où on raconte vraiment la série, l'artiste, ce qu'il a fait et nos expériences personnelles avec lui. Parce que, évidemment, cet outil, c'est un outil d'apprentissage de la langue française, mais c'est aussi un outil de découverte d'artistes, photographes. Et à chaque fois qu'on voit une image, on rentre dans la série de l'artiste. Et ça, c'est très important en termes d'éducation artistique aussi, qui est notre sujet. Est-ce que vraiment une éducation, d'ailleurs, c'est juste de la culture, en fait, tout simplement. Et comme je dis, on reparlera de la place de l'artiste. Alors, je vais tenter en direct une cascade. Ne la reproduisez pas chez vous. Je vais changer l'ordre. Je vais passer la parole à Christine Vidal. Est-ce que c'est bon pour faire passer les images? On me fait signe que oui, même si c'est un peu loin. Christine, je suis ravie de vous retrouver. Je suis passée au bal la semaine dernière. Vraiment un lieu incroyable que je vous conseille de visiter si jamais vous ne le connaissiez pas. Mais je pense que beaucoup ici le connaissent. On va peut-être dire un mot du bal. Mais ce que je vais vous demander, Christine, c'est de présenter cette plateforme incroyable qui est Ercilia, une plateforme numérique qui permet d'éduquer à l'image et de s'éduquer à l'image, parce qu'il y a plein de manières de la prendre en main. Ça va, c'est bon, on est OK sur le petit fond numérique. Donc, qu'est-ce qu'Ercilia, tout simplement? Alors, bonjour à tous, merci de cette invitation. Peut-être vous dire, parce qu'il faut rétro-pédaler pour comprendre en fait l'enjeu d'Ercilia et qui résonne bien entendu avec ce dont on parle ce matin. Vous connaissez sans doute le bal, ce lieu qui souhaite inscrire les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés. Et dès les premières années de la création de ce lieu, nous avons inventé, nous avons créé la Fabrique du Regard, qui est ce pôle pédagogique et de création du bal, avec cette volonté
que le bal, de par ses enjeux esthétiques, politiques, ne devait pas s'adresser uniquement aux amateurs ou aux connaisseurs de la photographie ou des arts visuels, mais devait, de par ses missions, justement, eh bien, intégrer les jeunes, tout type de jeunes, puisque, bien entendu, on parle beaucoup des digital natives, donc de ces jeunes qui sont habitués aux réseaux sociaux et aux images. Mais notre idée, c'était déjà, et ça l'est toujours, c'était bien entendu de les impliquer dans cette volonté de penser le monde au travers des images qu'il produit et de penser le monde au travers des formes visuelles que nous proposent les artistes. Et d'entrée, donc 2 ans avant l'ouverture du bal, nous avons créé la Fabrique du Regard. Alors qu'est-ce que c'est? Très brièvement, pour rentrer dans le sujet d'Ercilia, la Fabrique du Regard, c'est justement eh bien, la volonté d'aller sur le territoire parisien, francilien, aujourd'hui également dans d'autres régions françaises, et de co-construire avec des enseignants, mais également des acteurs du champ social, des projets au long cours d'éducation à et par l'image. Et d'ailleurs, Louise, vous parliez d'éducation à et par l'image, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on défend et dont on pourra reparler dans cette table ronde. Éducation à l'image, à savoir effectivement apprendre à comprendre qu'un regard, avoir un regard, c'est déjà se situer dans un monde, c'est déjà s'impliquer dans ce monde-là, c'est-à-dire eh bien, analyser, lire des images, recontextualiser les images, lier ces images à d'autres types d'images et bien entendu eh bien, à des champs de la pensée. Donc ça, c'est un premier niveau. Et effectivement, dans nos ateliers qui vont de 15 heures à 60 heures, qui concernent le premier degré, le second degré, et puis au-delà, il y a la volonté d'amener les jeunes à vivre une expérience collective des images. On sait qu'à plusieurs, on est plus intelligent. Et effectivement, en matière d'image, eh bien, on peut lire une image différemment de son voisin. Et qu'est-ce que cette différence peut nous apporter? Là où généralement, les jeunes, et nous-mêmes également, on est tous dans nos bulles algorithmiques via les réseaux sociaux, etc. Donc déjà, faire un pas de côté par rapport à son propre regard. Et puis, le deuxième niveau de la Fabrique du Regard a été d'emblée de se dire, certes, c'est intéressant de vivre une aventure collective des images, mais l'artiste, les artistes peuvent vraiment nous amener là aussi à faire un autre pas de côté, c'est-à-dire eh bien, nous apprendre à fabriquer collectivement également des images. Et donc chaque année, pour vous donner un ordre d'idée, nous travaillons avec 1500 jeunes, nous travaillons avec une 60aine de structures, établissements scolaires ou du champ social, et nous invitons une 40aine d'artistes, de professionnels à travailler, à co-construire avec justement eh bien, les adultes référents des jeunes et les jeunes eux-mêmes. Donc les jeunes ne sont pas au service de l'artiste, il y a vraiment une volonté eh bien, de pouvoir réaliser ensemble un dialogue qui va créer non pas des œuvres d'art, on pourra aussi en reparler, mais plutôt de nouvelles formes plastiques, de nouvelles formes visuelles. Sachant cela, donc maintenant ça fait 15 ans que nous œuvrons sur le territoire, on s'est posé très vite la question en 2013, au moment où au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi au ministère de la Culture, on parlait de l'école, du numérique, ou comment l'école pouvait s'associer aux enjeux justement eh bien, du numérique. Et donc on a réfléchi à comment notre expérience de terrain, on pouvait la capitaliser et comment on pouvait essayer de la transmettre à d'autres avec qui on ne travaillera jamais, parce que le but de la Fabrique du Regard, ce n'est pas de massifier, on pourra aussi parler de ce seuil, jusqu'où on peut aller, comment on peut innover tout en essayant quand même de travailler avec un plus grand nombre. Et donc on a réfléchi et on a travaillé, on a co-construit cette plateforme que vous voyez, merci, vous avez pris la main qui défile derrière moi, on a co-construit cette plateforme avec des jeunes en situation d'échec scolaire, des jeunes en lycée professionnel, qui est un des publics avec lesquels on travaille beaucoup. Et pendant 3 ans, on a co-construit ensemble cette plateforme numérique d'éducation à l'image, avec l'enjeu de se dire qu'il fallait que cette plateforme ne nous permette pas de réaliser, nous professionnels, enseignants, artistes, des ateliers clés en main, des ateliers pré-mâchés, mais au contraire, il s'agissait d'essayer de déporter notre expérience qu'on faisait sur le terrain avec les jeunes pour qu'Ercilia soit une aventure sensible en images. Et donc aujourd'hui, cette plateforme continue
à augmenter son contenu. Elle continue, bien entendu, à s'appuyer sur les usages, les pratiques que nous avons avec les jeunes sur le territoire. J'aime à dire que notre comité scientifique d'Ercilia, ce sont les jeunes, ce sont les 1500 jeunes avec lesquels nous travaillons chaque année et les 40 artistes, mais également les enseignants, les adultes référents qui travaillent avec nous et qui nous permettent d'augmenter, certes, les ressources, mais c'est surtout, je finirai là-dessus parce que je non, mais je ne vais pas vous couper, je voulais vous relancer, voilà, Christine. Voilà. L'idée, c'est aussi, si vous voulez, que ça soit une plateforme de création collective. Donc, il y a vraiment la volonté, justement, que les utilisateurs peuvent, en réseau, travailler sur la plateforme, peuvent alimenter la plateforme en contenu réflexif, en contenu, justement, thématique, et nous invitons régulièrement des enseignants, des artistes à concevoir également des parcours pédagogiques sur cette plateforme, puisque l'enjeu, c'est de donner envie à d'autres structures, d'autres artistes, d'autres professionnels, de pouvoir justement s'emparer de cet outil qui n'est qu'un outil. Ça, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, c'est la volonté justement. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est inversé, là, les images. Il faut juste que vous... Voilà, oui, ça arrive souvent, c'est à ça que servent voilà, mais c'est bien, c'est une aventure, voilà, des images les que ingénieurs et les concepteurs de sites. Non, là, c'est notre PDF. Mais c'est toujours une petite complication. Non, en fait, moi, cette idée de co-construction, évidemment, elle est hyper intéressante. Elle est très intéressante en termes éducatifs, globalement, et elle est intéressante en matière d'éducation artistique. Céline Duval, vous aussi, vous avez fait un peu de la co-construction sur les choix des images dans les jeux. Est-ce que ça s'est fait avec les gens? Ah oui, on a chaque partie de développement du jeu s'est faite avec des partenaires, des formateurs linguistiques, des travailleurs sociaux, des gens dans l'insertion professionnelle. Où tout a été créé avec des partenaires sociaux. C'est pas le choix d'une personne qui serait le créateur et qui... C'est important, en fait, quand on parle d'art, de voir comment on situe sa démarche, parce que l'image qu'on a eue de l'art longtemps en Occident, c'est une personne qui produisait, ou une personne qui faisait un certain nombre de choix. Pour les autres, c'est aussi une image de l'éducation. Donc là, on ne choisit pas à la place des jeunes. Christine Vidal, qu'est-ce que ça apporte, le fait que ce soit des jeunes, par exemple, en difficulté scolaire ou dans certains types de parcours scolaires, qui co-construisent la plateforme? Est-ce que vous pensez, par exemple, que ça l'aide à être plus adaptée à tous les publics, ou est-ce qu'elle vise plus ce genre de public? Alors, on touche aussi dans votre question à cette question de l'éducation par l'image. C'est-à-dire que l'éducation par l'image, on sait tous que tout le monde se sent autorisé à parler d'une image. Peut-être c'est moins le cas d'un texte, parce qu'on a l'impression que le texte est plus compliqué. L'image, elle arrive comme ça face à nous et on se sent, de par sa subjectivité, son vécu, etc., autorisé à en parler. Et donc, pour les jeunes, c'est intéressant parce que tout de suite, ils adhèrent, en fait. Ils adhèrent à ce qu'on peut leur proposer sur le terrain, en classe, en groupe. Et donc, Ercilia, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en construisant cette plateforme, on s'est rendu compte, là où au début, notre prototype, c'était des constellations, c'était des trucs que je trouvais très cosmiques. Voilà. Mais en fait, les jeunes ne comprenaient pas, en fait. Pour eux, leur pratique des réseaux sociaux, qui depuis se sont largement développés, alors qu'en 2013, ce n'était pas du tout le cas, on voit bien que c'est le mur d'images, c'est Instagram, c'est le streaming. Donc, il y avait l'idée de partir des pratiques visuelles des jeunes. Ça, c'est super important, il me semble. C'est-à-dire de ne pas avoir un regard vertical en se disant, voilà, on va faire de l'éducation aux images, l'éducation à l'image, et on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'est la culture digne d'intérêt. Au contraire, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est à la fois, non pas de faire des hiérarchies de jugement de goût, mais de partir de toutes les images. Et d'autre part, en partant de toutes ces images, qu'elles soient artistiques, publicitaires, scientifiques, etc., il y a la volonté justement d'inclure le jeune dans ce qu'il connaît, dans ses pratiques, dans ses usages des images. Et petit à petit, via cette plateforme et via tout ce que nous faisons également et d'autres font, il y a l'idée de les amener
à prendre conscience, voilà, de la construction d'une image, qu'une image publicitaire est différente d'une image artistique. En quoi, pourquoi? Parce que je suis toujours encore étonnée aujourd'hui, en 2023, que pour beaucoup de jeunes, ils ne font pas de différence entre les usages et les pratiques des images. Vous parliez tout à l'heure, l'album photo, etc. Mais souvent, pour eux, c'est pareil, c'est au même niveau. Et je suis toujours assez étonnée que beaucoup de jeunes considèrent, de par, bien entendu, sur les fake news, etc., que soit une image, elle peut tout, elle peut sauver le monde, ou au contraire, une image, elle est forcément du côté du complot. Donc ce type de pratique permet également, si vous voulez, d'introduire de la nuance et amener petit à petit les jeunes, qu'ils soient en difficulté, mais aussi que ça soit des jeunes qui ont un parcours, on va dire, moins chaotique, à pouvoir s'emparer de ces outils. C'était ça le sens de ma question, mais oui, votre réponse est beaucoup plus intéressante. Du coup, si c'est produit par des jeunes en difficulté ou des jeunes qui ne seraient pas journalistes depuis 20 ans comme moi, est-ce que moi, ça va m'intéresser, par exemple, en tant que public normal? Eh bien, moi, j'en suis persuadée. Ouais, j'en suis persuadée parce que, justement, il y a quand même un travail d'exigence de ces jeunes. Je suis persuadée que quand on travaille avec des jeunes en difficulté, quelle qu'elle soit pas forcément, elle peut être liée à leur parcours de vie, elle peut être liée à des difficultés scolaires, elle peut être liée à des difficultés aussi territoriales. À partir du moment où on s'adresse aux jeunes en tant que sujet et pas comme des élèves défaillants, je crois qu'en fait, on a déjà fait un grand pas pour les amener justement à, à se comporter vraiment comme des sujets. Et ça peut aller loin. Je vous donne un exemple. Dans cette plateforme, quand on l'a créée, au début, on s'est dit, voilà, il y a la surface et puis il y a des ressources granulaires en profondeur. Et on s'est dit, ces ressources-là, on les pense plutôt pour les adultes référents. Parce que l'un des enjeux d'Ersilia, c'est que tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, ont accès aux mêmes ressources. Donc il y a vraiment cette volonté d'horizontalité qui est super importante. Et d'ailleurs, des fois, les jeunes sont plus habiles que les adultes sur Ersilia. Et on s'est très vite aperçu, parce qu'on a été suivi par des sociologues pour comprendre les usages, comment ça se passait, là où on pouvait améliorer Ersilia. Et on s'est rendu compte que les ressources assez pointues, voire universitaires, en profondeur dans la plateforme, des jeunes qui étaient en situation d'échec scolaire et qui considéraient que le texte n'était pas fait pour eux, commençaient à prendre du temps à lire justement aussi ces contenus. Donc il y a vraiment l'idée, par le type de navigation en sérendipité, en aléatoire, le fait qu'on peut accéder selon son propre parcours, sa propre curiosité aux ressources d'Ersilia, il y a la volonté justement, petit à petit, d'aller un peu plus loin dans nos habitudes ou les habitudes des jeunes. Donc effectivement, c'est une plateforme, certes, qui a été co-construite par des jeunes en difficulté, mais qui aujourd'hui s'adresse à nombre de jeunes, cette plateforme est, grâce au ministère de l'Éducation nationale, proposée aujourd'hui comme l'une des 5 ressources dans tous les établissements qui ont un environnement numérique de travail. Donc on s'adresse effectivement à tout type de jeunes, essentiellement du second degré, mais on a beaucoup de demandes de la part du premier degré et du monde universitaire, mais on avance pas à pas. L'environnement numérique de travail, c'est l'ENT, c'est le truc par lequel on passe quand on va sur Pronote pour regarder les notes de ses enfants. Si vous avez des enfants au collège ou au lycée, vous voyez de quoi je parle. Donc il y a d'autres choses que les notes en fait. Il y a plein de ressources pédagogiques et parfois, c'est vrai, les élèves y vont même assez souvent quand on leur demande. Mais pour connaître Ersilia, voilà, c'est une ressource tellement riche qu'on ne pourrait pas tout décrire. Et donc, je vous conseille d'y aller. Je crois qu'il faut des codes, mais Christine vous les donnera. Fred Boucher, on ne vous a pas encore entendu. Alors, quelqu'un de très important dans l'éducation à l'image. Vous êtes coprésident du réseau Diagonale et directeur de Diaphane. Le réseau Diagonale tient une place importante dans l'éducation à l'image. Du coup, il y a plein de gens qui chuchotent et qui rigolent. Donc, arrêtez de faire des blagues parce que ça distrait l'assistance. Pardon. Voilà, my bad. Et donc, Fred Boucher, moi, j'avais envie avec vous de parler de pédagogie et ça va intéresser évidemment tout le monde. Vous allez évidemment nous parler du réseau Diagonale, mais finalement, comment ça se pense et comment ça évolue
pour vous, à vos yeux, on verra avec les autres, une pédagogie de l'éducation à l'image, puisqu'on le sait, on l'a évoqué, les pratiques de l'image ont considérablement évolué ces dernières décennies. Est-ce que ça a réellement évolué? Oui, sûrement. Peut-être. Bah, vous pouvez me contredire en même temps. C'est pratique de passer en dernier parce que tout a été dit, donc c'est. Non. Donc, est-ce que on peut parler déjà d'éducation à l'image? Ah bah c'est une bonne question. C'est une question. Moi, ce que j'avais envie de dire quand on m'a proposé cette table ronde, c'était un petit peu de me projeter non pas dans l'avenir, mais dans le passé, faire un espèce de flashback et de voir comment les choses avaient évolué depuis une quarantaine d'années sur cette question vaste de l'éducation à l'image. Donc on peut se demander si ça a évolué ou pas. J'ai retrouvé un texte très, très amusant qui s'appelle Les États généraux de la photographie, du 12 septembre au 19 septembre 1981. Bernard Perrine est dans l'assistance. Et ce texte est très intéressant parce qu'il parle des fondamentaux de ce que l'on fait aujourd'hui dans la création, dans la relation de la photographie au musée, dans la création. Et il y a une page que je vous montre sur l'enseignement. Je parle trop près du micro. Et donc, en fin de compte, dans cette page, tout est dit déjà. En 1981, tout est dit ce que l'on doit faire, comment on doit s'y prendre. Voilà, c'est clair. Donc on a appliqué à peu près tous sur l'ensemble du territoire au niveau, alors je parlerai plutôt au niveau du réseau Diagonale, puisque je suis coprésident avec Eric du réseau Diagonale, donc je vais parler à ce niveau-là. Aujourd'hui, sur le territoire, le maillage territorial, à la fois par le réseau Diagonale, mais par toutes les autres structures qui ne sont pas forcément dans le réseau, on met en application tous ces projets. On sait tout faire. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne parle plus d'expérimentation, puisque ça fait 40 ans qu'on expérimente. Donc, je pense que l'expérimentation, à un moment donné, on peut la mettre en pratique réellement, et on la met en pratique. Donc il y a une grande variété des dispositifs, partout, qui varient selon les régions, et c'est ça qui est aussi intéressant, la richesse de notre pays, c'est d'avoir des structures photo qui sont extrêmement dynamiques, et qui font de l'éducation à l'image avec des dispositifs, qui croisent les dispositifs, qui font, entre guillemets, de l'ingénierie culturelle pour croiser les collèges, les lycées. On fait tout ça, et ça fait partie des métiers de nos centres et de personnes tout à fait dédiées à faire que ces projets puissent se développer, parce que ça demande une énergie considérable de développer ces projets. Allez-y. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui a été dit, c'est essentiel, c'est-à-dire prendre le temps de regarder les images, s'arrêter sur les images, parce qu'effectivement, ce flux continu fait que quand on travaille avec tous les publics, on les amène à se poser face à des images, à parler, un droit de réponse aux images. Ça peut être aussi intéressant. On parlait de la question de qu'est-ce qu'on raconte sur une image, mais comment on répond à ces images qui sont un peu partout. Donc ça, c'est peut-être qu'aujourd'hui, et si on fait un peu l'historique avec des grandes manifestations, je rappelle toujours cette manifestation qui s'appelait Photofolie en 1992, qui permet de lier l'éducation nationale avec le ministère de la Culture pour un grand programme, une grande fête pour diffuser la photographie, faire pratiquer les jeunes dans les établissements scolaires avec des tas de projets, avec même vous voyez, un petit guide édité par le Centre national de la photographie sur comment monter un projet photographique. J'ai ressorti mes archives. Et puis comment on fabrique un sténopé, vous voyez. Ah, c'est génial. Parce que comment on fait c'est à l'envers. Ouais. Donc c'était des kits formidables, vous voyez, qu'on recevait dans les établissements scolaires. Alors pourquoi ça a marché ce truc-là? Alors il y a deux raisons. Hein. Parce qu'il y a une économie aussi de la photographie derrière. Une économie des marques, Agfa, Kodak, Ilford, Polaroid, qui comme ça amènent aussi des outils qui ne sont pas numériques bien évidemment, et qui demandent un savoir-faire de la part des photographes pour mettre en place cette éducation à l'image qui passe d'abord par une maîtrise ou non de l'outil. Le sténopé, c'est très simple, donc ça permet de développer des choses.
et pour enclencher cette question de l'éducation à l'image. Donc, je pense qu'on est tous, enfin, dans l'ensemble du réseau, des structures, tous les gens sont présents pour mettre en place cette éducation à l'image. Ils le font. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour mettre en avant que la photographie, c'est une petite économie. C'est très simple. On parlait des images. Une image dans un établissement scolaire, elle reste, elle fait parler. On paye des droits d'auteur pour le photographe, mais c'est un début de sensibilisation à ce qu'une image fixe peut révéler à la fois aux élèves. Mais il n'y a pas que le milieu scolaire. Et un autre élément très important, c'est la place des artistes. La place des artistes dans une pédagogie, ou en tout cas dans le fait de développer une pédagogie par rapport à la photographie, c'est que les artistes, ils sont producteurs d'images. C'est-à-dire que quand vous avez un artiste sur un territoire qui va travailler avec la diversité des publics, qui va rencontrer des habitants, il va parler de son travail. Et derrière les images, il y a quelqu'un. On parlait tout à l'heure des machines. Alors on pourra parler des machines qui fabriquent des images, parce que ça sera le prochain sujet, et une table ronde cet après-midi, mais c'est encore un défi supplémentaire. Donc il me semble que cette question de l'éducation à l'image, elle est éducation-question. Elle doit être au cœur d'un enjeu extrêmement politique. Tout est politique, mais il y a une question. Donc, si on résume, il y a quelque chose de très technique qu'on peut choisir d'aborder. Il y a la question du faire, qui est toujours hyper importante dans l'éducation artistique aussi, dans l'éducation aux médias, faire et produire soi-même des images. Il y a la question de l'éducation au regard, qui évidemment fonctionne avec le fait de faire, et cette place des artistes, parce que les photographes, les producteurs d'images, parfois ça peut être aussi des photojournalistes, ce sont des gens qui incarnent aussi leur pratique, et ça peut être très important de les rencontrer. Donc je vais vous demander à tous quelle est pour vous cette place de l'artiste au sein de ces pratiques d'éducation à l'image. Comme vous êtes plus loin, Céline Vidal, je vais commencer avec vous. Alors là, je vais aller un petit peu à côté du jeu Les mots du clic, dans le faire et dans les résidences d'artistes. Oui, je passe mon tour et alors réfléchissez un peu, et on demande à Eric Sinatora. Alors la place pour nous, elle est primordiale. C'est-à-dire que nous, on va parler de photographie, on va amener les codes, on va faire pratiquer, etc. Mais la rencontre avec l'artiste, elle est indispensable. C'est le partage d'un univers, c'est comprendre la démarche. Et souvent, il y a l'envie qui vient avec. Il y a comment dire, l'importance de la rencontre. Voilà. Nous, par exemple, sur la classe à horaire aménagé, bon, voilà, moi, il me voit toutes les semaines. L'artiste, c'est le moment clé, c'est l'échange, et c'est le moment où on va aussi montrer nos images à quelqu'un d'autre, avoir un retour, partager un univers, et chaque univers étant différent, ça ouvre les champs de la photographie et de la création. Alors c'est vrai que là, on parle beaucoup de l'éducation à l'image auprès des jeunes, mais à travers par exemple Entre les images, c'est une éducation à l'image qui s'adresse à tous, et l'importance de la présence de l'artiste est encore plus grande auprès des adultes, surtout des publics en difficulté, où ce public-là a vraiment le sentiment d'être pris en compte, d'être important, puisqu'on lui permet de rencontrer quelqu'un qui est un créateur, un artiste, et la présence de l'artiste, elle est importante à tous les niveaux, et pour moi presque plus quand on fait de l'éducation à l'image avec des adultes en difficulté, où ça renforce l'estime de soi, parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui fait quelque chose, on partage, l'artiste souvent partage ses doutes sur la création, et pour nous c'est des moments qui sont indispensables. Moi je n'envisage pas l'éducation à l'image sans la présence de l'artiste.
Oui, dites-moi, justement. J'ai eu le temps de réfléchir et je voudrais rebondir à ce qu'a dit Eric. L'artiste, souvent, permet à la personne de sortir de son quotidien. Hier, on a vu le projet de Frédéric Stussin dans un hôpital psychiatrique à Niort. Effectivement, les patients, à ce moment-là, ont réussi à sortir de leur quotidien, qui était un quotidien essentiellement lié aux médicaments et aux traitements suivis. Et tout d'un coup, ils étaient dans autre chose, ils étaient dans un projet photographique. Donc ça a été très, très important pendant le temps de la résidence de Frédéric à Niort. Et après, ça a aussi été très important dans le temps de la diffusion de l'exposition et de son voyage, de sa circulation, parce que quand elle est arrivée à Strasbourg, chez nous, les patients étaient là, et là, ils étaient aussi quelque chose d'autre. Ils étaient médiateurs, ils étaient ambassadeurs de quelque chose, et ils n'étaient plus patients, malades, souffrants, et devant suivre des traitements. C'est la force de la rencontre. Christine Vidal, vous travaillez avec énormément d'artistes, photographes. C'est aussi pour eux, j'imagine, extrêmement intéressant. Que vous disent-ils de leur côté? Puis après, vous nous parlerez de ce que dit le public, de ce travail qu'ils font, qu'ils mènent à la Fabrique du Regard avec le bal. Alors en fait, on travaille essentiellement avec des jeunes artistes, des artistes qui sont en fin d'études en école de photographie, de beaux-arts, on pourrait appeler ça des artistes émergents. Et le fait de travailler, de vivre cette expérience avec nous au sein de la Fabrique du Regard, à la fois, ça leur permet déjà de vivre, ça c'est important dans le parcours d'un artiste. Voilà, donc l'éducation à l'image contribue également à une certaine économie du parcours de l'artiste. Et d'autre part, il y a le fait de se confronter, de travailler, de mener une expérience avec des jeunes qui, pour beaucoup, n'ont pas vraiment une idée de qu'est-ce qu'un artiste. Et pour nous, ça c'est important parce qu'au tout début de la Fabrique du Regard, on invitait d'emblée les artistes à travailler avec les jeunes. Et j'avoue qu'on était assez déçus du résultat. Et il m'a semblé, au cours des années, qu'il fallait préparer l'avenue des artistes auprès des jeunes. C'est-à-dire que sur un sujet, quel qu'il soit, on va d'abord travailler cette expérience du regard dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment l'expérience du voir, qui est l'un des fondamentaux également des piliers de l'EAC, dans l'éducation artistique et culturelle, et qui rejoint cela, l'éducation aux images ou à l'image. Et fort d'avoir ouvert grand les fenêtres du possible, de confrontation de différents types d'images, de confrontation d'idées, on considère à la Fabrique du Regard qu'à ce moment-là, l'artiste qui est au courant de ce qui s'est fait en amont de sa venue va pouvoir pleinement mener un travail du faire, bien sûr du voir, de l'expérience, de l'échange avec les jeunes. Donc pour nous, c'est indissociable que l'artiste, il intervient dans un écosystème, et cet écosystème, il en a connaissance, il connaît également le territoire dans lequel il va intervenir, il connaît le profil, on va dire, des jeunes, que ce soit des jeunes allophones, que ce soit des jeunes avec un lourd handicap psychique, des jeunes qui sont dans un cursus tout à fait voilà, normé, basique. Mais pour nous, ça, c'est important. Et d'autre part, effectivement, il y a aussi l'idée de se dire, dans cet accompagnement, de cette volonté d'être au plus près, finalement, des enjeux pédagogique, également dans lequel l'artiste intervient, que ce soit en classe, que ce soit, je ne sais pas, dans une maison de quartier. Il y a la volonté également que l'artiste va essayer d'amener avec l'équipe de la Fabrique du Regard un dialogue et d'inventer justement une forme à partir des idées qui se dégagent du groupe. Et donc pour les artistes, leur retour, j'en viens, il y a cette idée de se dire, finalement, on a toujours des préconçus par rapport aux jeunes. On dit « oh, c'est formidable ». Combien d'artistes nous disent « mais c'est formidable de travailler avec les jeunes ». Ils transfèrent déjà un peu leur désir sur ces jeunes. Et quand ils sont confrontés au terrain, ils se rendent compte que non, ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. Et donc, il y a toujours il faut toujours un aménagement, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes référents, que ce soit des artistes. Et je crois que c'est cette expérience-là qui peut vraiment modifier également la manière dont les artistes ont conscience d'un public
qui peut être abstrait, qui là devient tout à fait concret dans les projets d'éducation à l'image. Et enfin, pour beaucoup d'artistes avec lesquels on travaille, considèrent que ce qu'ils font avec nous fait partie également de leur parcours, de leur démarche artistique. Et nombre, alors pas tous bien entendu, on ne va pas généraliser, mais nombre d'entre eux considèrent que ça fait partie de leur projet. Certaines des réalisations ont été exposées par les artistes, d'autres, puisqu'on fait également, on travaille avec le film ou l'image animée, d'autres films ont connu des carrières dans des festivals. Et ça aussi, c'est assez important de se poser la question de toute cette richesse dont Fred Boucher parlait sur le territoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le valorise? Et quelle aussi est la spécificité d'une éducation à l'image par rapport à... il y a d'autres champs de la création qui ne concernent pas la photographie. Alors, quelle serait notre spécificité? On peut être partout. On peut être partout et avec des choses très différentes. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la connaissance des territoires. On parle tous des territoires, mais les centres photos qui sont sur le territoire connaissent la difficulté parfois de ces territoires. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la question des artistes en résidence, alors il y a beaucoup de résidences, des résidences mission, des résidences mission et création, voilà. Il y a beaucoup de catalogues, ça c'est beaucoup développé. Voilà, beaucoup de choses. Et la question essentielle, c'est quand on a un photographe qui est sur un territoire, alors il y a deux stratégies. Il y a la stratégie de dire, bon ben, on fait des groupes, on construit les choses, puis il y a la deuxième stratégie, c'est de lui dire, bon bah vas-y. Et puis tu vas rencontrer des gens, tu vas échanger des choses, tu vas parler de ton travail et les choses vont se construire. Donc les deux peuvent se mêler, mais la rencontre, elle est vraiment essentielle. Et il y a une réalité aussi qu'il faut prendre en considération, on parlait de politique tout à l'heure, c'est que l'éducation à l'image, il faut aussi la faire avec nos politiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez, dans un petit village, vous montez une exposition du photographe, vous avez des réactions, vous avez un échange avec les enseignants, avec les élus, et là, vous commencez à faire aussi de l'éducation à l'image. Parce que notre problématique aussi à nous, c'est qu'on n'a pas d'industrie derrière, on n'a pas collège au cinéma, on n'a pas des... Voilà, on a quoi pour faire avancer la photographie? Donc, ce sont des subventions ou nationales, ou régionales, ou départementales, etc. Et donc, on est dans cette pédagogie aussi. Je tiens à dire que l'éducation à l'image, elle est liée aussi à ces questions-là. C'est-à-dire qu'une exposition, aujourd'hui, peut être un acte extrêmement violent sur un territoire. Donc il faut mesurer aussi ces questions-là. Et donc, on a aussi ce travail à faire d'éducation, parce que quand on a des groupes constitués, c'est relativement facile. On a nos groupes constitués, on fait notre travail. Quand on fait des expositions en extérieur, comment on accompagne la violence de certaines images, en tout cas des images qui peuvent être perçues comme violentes, qui ne sont pas du tout violentes, je vous rassure, mais qui peuvent violenter aussi le regard des spectateurs. Et ça, c'est des questions aussi qu'on doit absolument prendre en considération dans cette notion d'éducation à l'image. On peut... voilà. Enfin, il y a une énorme question sur qu'est-ce qu'on impose ou pas, qu'est-ce qu'on montre. Et voilà, c'est une question qui est largement posée par ailleurs par la publicité. Hein. Oui. Mais, alors, juste sur ces questions-là, ce que je trouve très intéressant, c'est que la question du droit à l'image et autres sujets, et la question des images qui sont dans la publicité ou dans les abribus, ou un peu sur l'ensemble des images, parfois vous avez beaucoup plus de réactions sur une exposition que sur l'ensemble de ces images qui constituent le flux aussi des spectateurs. Et donc ça, je trouve que c'est un sujet qu'on doit prendre en considération sur cette manière d'amener l'image et de faire évoluer le regard de nos concitoyens sur le monde qui nous entoure. Parce que ce qui nous rassemble ici, c'est quand même de dire on a des artistes qui proposent une vision du monde un petit peu différente de ce qui est... ce que l'on voit sur l'ensemble des images. Et c'est l'essentiel. Et donc, c'est un sujet. Ce qui nous rassemble ici, c'est ce qui nous invite à penser, grâce
aux images, ce qui nous invite aussi à penser l'éducation à l'image. Et vous avez parlé... Non, mais vous allez rebondir. Moi j'ai une question, parce qu'on a parlé de politique, des institutions. Moi, je pense qu'il faut parler d'argent. Après, on va revenir à l'éducation. J'ai des questions sur les enseignants et tout. L'argent, les financements, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour le monde de la culture. On sait qu'il y a une actualité là-dessus. Les subventions des petits festivals ont un petit peu tendance à fondre. Il y a des régions qui ont carrément annoncé le définancement de certaines institutions culturelles. Je pense, voilà, Laurent Wauquiez, il y a des histoires à Lyon. Aujourd'hui, la culture est, comme hier, mais encore plus en recherche de financement, avec des édiles qui ne sont pas toujours très partants pour mettre un peu plus de sous. Même l'éducation nationale n'a pas forcément les moyens de mettre, ou dit qu'elle n'a pas les moyens de mettre beaucoup plus d'argent dans certains projets. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette très importante question des moyens financiers? Et Éric Sinatora, je sais que ça vous concerne. Oui. C'est 99% de notre travail d'aller chercher des financements. Financement, nous, c'est des multifinancements, DRAC, collectivités locales. Et effectivement, notre problématique, on parlait de cette création de classes à horaires aménagés. Tout le monde est tout à fait d'accord pour qu'elle existe. L'éducation nationale donne son feu vert, mais donne pas un centime. Donc c'est à nous après derrière d'aller ramer pour, alors là dans ce cas-là on va voir la mairie, le département, les communautés de communes sans avoir l'assurance que ces subventions seront pérennisées. Donc c'est un véritable problème, la recherche de financement pour ces projets d'éducation à l'image. Alors après, effectivement, comme disait Fred, on croise, donc il y a des dispositifs comme C'est mon patrimoine, il y a des dispositifs, enfin, on essaie de glaner à droite et à gauche de quoi pouvoir faire vivre ces projets d'éducation à l'image. Mais sachant que pour nous, le gros handicap, c'est la participation de l'éducation nationale qui est inexistante, mais qui est très exigeante à côté sur la qualité des intervenants, sur le déroulement des ateliers. Est-ce que pour vous, il est important que ce financement soit public? Moi, je crois. C'est une question très politique, cette question. Oui, moi je crois. L'éducation, c'est une affaire d'égalité des citoyens. Ça relève pour moi de financement public. La question se pose d'autant plus qu'on est dans un département, comme je vous le disais, où pas de mécènes, où voilà. Enfin, l'exemple type, on va solliciter une grosse entreprise qui produit un vin local diffusé dans le monde entier. On repart avec 2 cartons de vin pour un vernissage, mais pas d'argent pour faire vivre un atelier d'éducation à l'image dans cette même ville. Surtout si on parle de scolaire, ça va être compliqué, les bouteilles de vin. Christine Vidal, enfin même pour les profs, on ne conseille absolument pas ici de toute façon, on ne paye pas en alcool. Christine Vidal, et vous me dites quand vous voulez réagir les uns les autres, hein, cette question du financement, comment... Oui, je veux bien prendre la parole, c'est-à-dire que comme Éric le disait, ça occupe beaucoup du temps. Et pour nous, effectivement, on a pour arriver à faire ce qu'on souhaite faire avec ce temps long, le fait de labourer un territoire, ça ne correspond pas forcément au temps du politique, qui est un temps court terme. Et donc, du coup, effectivement, il faut multiplier les financements. Et au BAL, effectivement, on a des financements à la fois publics, on a des financements privés, on a des conventions qui nous permettent de voir sur 3 ans. Et la plupart, c'est chaque année, on doit se battre pour mener des projets de long terme. Donc la question qui se pose, c'est effectivement les ressources en interne et les compétences en interne des structures pour pouvoir porter le fait de trouver de l'argent, puisqu'il n'y a aucun, et j'imagine dans vos structures c'est pareil, aucun bénévolat, puisqu'il y a une époque, Fred Boucher, vous n'en avez pas parlé, mais l'éducation à l'image était du côté du bénévolat.
Hein, voilà, donc on s'est professionnalisé et maintenant, voilà, il s'agit aussi que chacun puisse avoir voilà, une ressource financière à ce sujet, même si les salaires de l'éducation à l'image sont des petits salaires, il faut quand même le préciser. Donc on est tous dans la volonté d'un engagement de conviction. À quel prix? Et d'autre part, moi j'aimerais interroger par rapport à ce que vous dites, Louise, c'est aujourd'hui, est-ce que les institutions publiques qui portent justement des politiques de long terme souhaitent que l'éducation à l'image, l'éducation artistique et culturelle soit de l'ordre uniquement d'une confrontation des jeunes à une œuvre, donc je sais pas, un spectacle, une exposition. Est-ce qu'il s'agit au contraire de se dire que de cette expérience sensible face à une œuvre, à un artiste, etc., on essaye d'en faire quelque chose qui permet justement eh bien, de montrer aux jeunes que par la culture dont ils sont, voilà, ils sont très aiguisés, ils sont intéressés par l'image, ça leur permet également de prendre conscience de leurs propres capacités, de leurs compétences, voire on l'a vu, mais ça c'est pas uniquement dans le domaine de la photographie, on sait que la confrontation des jeunes à une expérience sensible leur permet peut-être de changer leur comportement au sein d'un groupe, au sein d'une famille, etc. Donc ça, on le sait. Alors comment on arrive à l'évaluer? Comment on arrive à faire peser ça pour que les institutions publiques prennent vraiment au sérieux cette éducation à l'image qui doit forcément s'intégrer dans du long terme. Céline Duval, vous avez des problèmes d'argent? Oui, alors nous, on a compté, on a plus de 20 partenaires. Donc vous imaginez ce que ça raconte en termes de suivi, de bilan intermédiaire, et puis d'objectifs, parce que ce sont des partenaires qui ont des objectifs très très différents. Et pour vous donner une idée, les mots du clic est soutenu tant par le ministère de la Culture que par le Commissariat général à l'égalité des territoires, la délégation générale aux langues françaises, à la langue française et aux langues de France, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc voilà, ça fait du multi-partenariat. Donc les partenaires, on les trouve, mais c'est un jonglage, voilà, une opération de jonglage très, très, très délicate et voire dangereuse, parce que ce n'est pas des financements qu'on peut avoir d'une année sur l'autre. Je voudrais revenir sur l'éducation nationale. Le partenariat avec l'éducation nationale est indispensable et très important pour nous, surtout pour un déploiement de grande ampleur. Parce que quand on parle de résidence, franchement, ça touche... Enfin, chez nous, ça touche combien de personnes? 4 personnes là, et puis 6 là, et puis là 15. Mais c'est quand même, les bénéficiaires directs, c'est quand même des tout petits groupes, d'où l'intérêt que ça soit financé par les pouvoirs publics, parce que c'est très difficile de trouver des mécènes pour des si petites jauges. Et pour le coup, l'éducation nationale, elle, nous permet vraiment de diffuser à grande ampleur. Et aujourd'hui, les mots du clic est diffusé dans le cadre de la capitale mondiale du livre 2024. Donc Strasbourg est capitale mondiale UNESCO 2024. Et dans ce cadre-là, ce sont les 15 000 élèves de toute l'académie de Strasbourg qui vont jouer au mot du clic. Donc il n'y a pas du tout de financement de la part de l'éducation nationale. Mais par contre, il y a un vrai accompagnement du directeur académique, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, et qui font rentrer toutes ces formations dans le cadre de la formation obligatoire des enseignants. Donc ça, quand on rentre dans le cadre de la formation, donc les enseignants ont 18 heures de formation obligatoire par an, c'est essentiellement des maths et du français, mais quand on arrive à rentrer là-dedans à 3, 6 ou 9 heures, c'est extraordinaire, parce que ça donne une place à l'éducation à l'image énorme. Sachant que s'éduquer à l'image, c'est aussi pratiquer la langue, c'est aussi peut-être faire de l'éducation scientifique et artistique, et que ça a son importance. Donc là, on a décrit, voilà, plein d'expériences intéressantes, plein de difficultés. Si je peux me permettre mais rapidement, parce que j'ai une grosse question. Hein. Très vite, c'est vrai que quand je dis que l'éducation nationale ne finance pas, c'est une chose, mais en revanche, moi, je veux souligner sur notre territoire l'implication des conseillers pédagogiques en arts plastiques, des enseignants
qui se battent pour que les projets puissent naître. Je ne vous dis pas le nombre de kermesses, de tombola, etc. qu'organisent. Non, mais c'est dramatique. Enfin, quelque part, quand on parle d'argent, on parle de ça. Il faut vendre des cookies. Mais pour pouvoir faire vivre ce type de projet, à travers lesquels aussi, on travaille quand même un certain nombre de valeurs. Lutte contre les discriminations, contre la violence faite aux femmes, qui passent à travers ces projets. Juste pour terminer, cette année, tout un collège a été distingué par l'Ordre national du mérite pour un projet photo mené contre les discriminations, mais qu'on a financé avec des bouts de ficelle. Parce que l'image peut beaucoup... Alors, je ne sais pas s'il y a des inspecteurs en art plastique dans la salle. En fait, ce serait très, très cool s'il y en avait un ou une. Vous pouvez commencer à vous manifester pour les questions. Une fois ce tableau forcément parcellaire, forcément un peu incomplet, parce qu'il faudrait, rien que sur l'éducation artistique à l'image, faire 3 jours de symposium. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation à l'image, pour vous, elle a une urgence, en tout cas une importance qu'elle n'avait peut-être pas autant avant. On a vu, hein, le sujet a son histoire. Est-ce que, voilà, l'éducation, et j'aurais peut-être pu commencer par ça, mais je voulais d'abord un peu décrire. Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel, et pourquoi, en quelques mots, de faire de l'éducation à l'image ? Alors oui, Éric Sénateur. oui, 1000 fois oui. J'en attendais pas moins. On est dans une société, on l'a dit, en fait c'est un cliché de dire que l'image se multiplie, elle est immédiate, elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue, et voilà, et autour de l'image on entend tout et n'importe quoi, et l'éducation à l'image est indispensable. On parle des fake news, on parle, rien que pour ça, il faut que nous on soit là, on soit vigilants. L'autre jour, une journaliste me posait la question de l'intelligence artificielle. Il va falloir qu'on renforce encore ces dispositifs d'éducation à l'image. Il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit présent, justement pour cet accompagnement vers les nouvelles technologies, vers les nouvelles images, vers leur signification et vers ce qu'on en fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Oui, donc Christine. pour ajouter, oui, effectivement, maintenant que chacun d'entre nous est devenu un média, ce qui n'était pas le cas précédemment, forcément, cette question de l'analyse de l'image, de l'éducation à l'image et de la déconstruction des images, et pour déconstruire les images, il n'y a pas mieux que d'en proposer d'autres. Vous parliez de ça tout à l'heure. Donc, bien entendu, et puis, outre cela, cette question de la post-vérité, cette question-là, et bien entendu des deepfakes et de l'IA, est extrêmement essentielle. C'est la raison pour laquelle cette année, nous avons beaucoup travaillé avec les artistes sur cette question-là, la croyance des images, la manière justement de se... Qu'est-ce qu'on peut, au flux des images sur Instagram, les stories, etc., qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre comme construction de l'image? Et donc, on a travaillé avec les jeunes sur ces questions-là, et d'essayer aussi de trouver des outils pour que cette question qui semble extrêmement complexe, parce que la black box, elle existe et elle est faite pour être opaque, comment on arrive à rendre tangibles les enjeux de l'IA avec les jeunes. Et donc les artistes, puisqu'on parlait de la place des artistes, nous ont vraiment aussi accompagnés dans cette manière d'envisager des outils très tangibles pour qu'autant les jeunes que les adultes référents puissent prendre la mesure des enjeux. Donc c'est le grand défi, mais pas uniquement l'éducation à l'image, de nous tous, d'être extrêmement vigilants sans être moralistes, il me semble. Fred Boucher, sur... ne me dites pas qu'ils ont tout dit, hein. Sur les urgences et l'importance de l'éducation à l'image dans le contexte très contemporain. C'est très urgent, et enfin, c'est urgent dans le sens où moi j'aime ce rapport aux gens quand on installe une expo, quand on parle des images, enfin, des choses extrêmement simples. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aller dans une espèce de simplicité dans les choses. C'est-à-dire que je ne comprends pas grand-chose à ce que vous avez raconté sur les black box, les machins, les trucs. Oui, non, mais bien sûr. Mais je pense que prendre un peu de temps, prendre un peu de temps sur les images et les arrêter, quoi. Les arrêter, voilà. Il y a révélation et fixateur et révélateur, hein. Au révélateur et fixateur, on révèle une image et puis après on la fixe et on se fixe un petit peu notre attention sur
sur ces images et peut-être même parfois faire des ateliers photos sans appareil. C'est quand même le truc le plus simple de regarder. Voilà. Et donc oui, non mais c'est urgent, c'est vraiment urgent et c'est vraiment urgent. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Fred. Ce qui est aussi, pour moi, absolument indispensable, c'est la prise de conscience et la prise de l'analyse, la formation d'une pensée critique. On a l'impression qu'effectivement, comme ça va très vite, on ne s'arrête plus et on ne pense plus. Et je pense que nous, on donne aussi l'occasion de se rendre compte qu'on est capable d'analyser, qu'on est capable d'avoir une pensée construite. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est très, très, très important. Fred Boucher. On a évoqué, en fin de compte, la photographie, la colonne vertébrale, c'est cette éducation à l'image. Si vous prenez la question du marché de la photo, la question du corporate, la question de la communication, si vous avez des gens spécialisés de la communication qui sont absolument zéro sur une culture de l'image et sur une envie de proposer une autre manière de voir leurs produits ou leur entreprise, comment on fait avancer les choses? On ne peut pas dire qu'on est beaucoup avancé à ce niveau-là. Et donc, si on a des gens un peu compétents qui vont décider de passer des commandes, on dynamise à un moment donné cette problématique de comment vivent les photographes, et on ne fait plus de photos, et on n'arrive pas à vivre de nos images. En même temps, c'est une vraie question. Mais oui, non, mais c'est une vraie question. Mais si on a des gens compétents qui ont envie de développer une autre manière de présenter... Mais c'est une bonne réponse. C'est essentiel. C'est-à-dire que les choses sont extrêmement liées. C'est pas que l'éducation. C'est toutes ces formes d'éducation rejoignent aussi un marché potentiel de la photographie. C'est aussi important, cette question-là. Et un débouché professionnel, j'aime pas trop cette formule, mais une manière de travailler extrêmement intéressante. Vraiment, si vous avez des questions, il faut lever très très haut la main, sinon je ne vous verrai pas. Monsieur, je passe la parole dans 30 secondes. Quelqu'un va vous amener un micro. Élise? Oui. Et sur le temps, en fait, moi, ce que je trouve génial, dans tout ce qu'on dit, c'est que le temps représente une dimension extrêmement importante de la réflexion pédagogique. Parce que le temps, c'est le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence, le temps des apprentissages qui se font plus ou moins tôt avec des rythmes qui se cognent souvent à ceux de l'école. Et puis la photo, c'est une image arrêtée. Et c'est prendre le temps. Et on n'aime pas trop prendre le temps, hein, ni le parent, ni l'éducation nationale. Les profs n'ont pas le temps. Est-ce que cette question du temps, vous arrivez, vous la posez, vous dites, bon, là, on va prendre ce temps? Alors, je repars du jeu Les mots du clic. Quand on fait des formations, donc on joue avec des enseignants, par exemple, on va être devant une image, et puis les gens vont choisir, donc c'est un jeu qui se joue en groupe, ils vont choisir les catégories de cartes les unes après les autres, et en fait, on voit que les gens, ils regardent l'image comme ça, et hop, ils choisissent les cartes. Et puis après, ils vont jeter un coup d'œil, mais ils la regardent de loin, en fait. Et au bout de 3/4 d'heure, parce qu'on travaille 3/4 d'heure sur la même image, eh ben, ils vont voir qu'il y avait quelque chose à l'arrière-plan et qu'il y a un petit truc là. Et puis si le petit truc là, il n'est pas là par hasard, c'est le photographe l'a mis là, c'est que ça raconte quelque chose dans l'image. Et en fait, il faut vraiment 3/4 d'heure pour que les gens prennent le temps de regarder l'image. Et c'est vraiment incroyable parce que ça se vérifie à chaque fois. Et on sait que dans les expositions, le temps que passent les spectateurs devant les photos d'artistes est de plus en plus court. Je suis désolée de dire ça à tous les photographes. C'est vrai que la aujourd'hui, désaccélération du temps, c'est de la pensée. Oui. C'est ça, c'est de la pensée, que ça soit pour les jeunes, que ça soit pour les adultes. Et la désaccélération du temps, c'est là où on peut être créatif. Avec les artistes, vous parliez de votre jeu, sur Ercilia, c'est le pari que l'on fait. Là où généralement les plateformes, outils proposent, vous avez 5 minutes, on va faire un atelier du pré-mâché, il y a l'idée, ou en tout cas peut-être cette utopie de penser que si on prend le temps et que justement on peut faire un pas de côté par rapport à ses habitudes, on peut peut-être être plus créatif dans sa manière d'envisager la relation des images avec de la pensée, avec d'autres champs d'études. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est très important de le rappeler, la désaccélération. Qui rejoint nombre de penseurs contemporains, Paul Virilio, il y a plus longtemps, Hartmut Rosa. Si vous avez envie de le lire, c'est formidable. Monsieur, votre question, si vous voulez bien vous présenter aussi.
Oui, François Disser, je suis réalisateur et scénographe. Plus qu'une question, c'est une remarque et une suggestion. La remarque, c'est qu'on n'a pas encore parlé de l'éducation à l'image des artistes eux-mêmes. Ça nous ramène aux écoles d'art. J'ai été témoin et acteur du début de l'École nationale de la photographie. Et dans ses débuts, le directeur, Alain Desvergnes, annonçait bravement aux étudiants « Je vais faire de vous des hommes d'image ». Bon, ça ne plaisait pas à tout le monde d'entendre ça, surtout de cette façon. Mais il voulait dire par là que si les gens voulaient être photographes, il leur a dit d'ailleurs crûment, ils n'avaient qu'à prendre un Leica comme tout le monde et partir dans le monde. Et pour les autres, ils allaient apprendre l'anglais, la comptabilité, l'imprimerie, l'histoire de l'art, etc. 15 ans plus tard, le tableau avait complètement changé. Pourquoi? C'est parce qu'on cherchait à valider les diplômes et les mettre à égalité avec d'autres écoles dans le monde et en Europe en particulier. Donc les fameuses histoires de LMD ont fait émerger une nouvelle manière de créer des écoles de photo. D'abord, elles se sont multipliées, et elles se sont multipliées toujours sur le même modèle de fabrique d'artistes. Donc la question n'était plus est-ce que je vais devenir, je ne sais pas, commissaire d'exposition ou avoir des activités qui ne soient pas celles d'être photographe. Ce n'était plus du tout ça la question. La question, je vais devenir artiste et rien d'autre. Ce sont deux générations différentes. Fred Boucher peut en témoigner. Et bien d'autres ici dans cette salle. Et maintenant, une suggestion. On vit dans un monde de flux, tout le monde le sait. Tout le monde utilise, ou beaucoup de monde utilise des smartphones. Des milliards de gens font défiler en permanence devant leurs yeux des flux de fichiers, d'images, et on voit passer le Requiem de Mozart, Guernica et les photos de famille. Et c'est extraordinaire, sauf que moi je crie au secours, et je vous demande, puisque vous êtes réunis, est-ce que vous ne pourriez pas faire ensemble un grand geste général d'arrêt sur image? On revient à la question du temps. Qui veut réagir? Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vous manifester. Madame? J'ai juste une citation d'un photographe qui m'a dit une fois « Les écrans, c'est le monde qui nous échappe ». Oui, alors donc Jean Daubas, artiste photographe, et ça fait plus de 35 ans que je suis aussi intervenant. Alors, dans l'éducation, je dirais pas à l'image, l'éducation à la pensée plutôt. Donc j'ai vécu effectivement les photos foliques que à l'époque la DRAC Franche-Comté m'avait missionné pour mettre en place en 92. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune. Alors je voudrais faire une remarque parce que j'entends parler des artistes, les artistes. C'est bien, mais et les instituts, enfin vos structures, c'est très bien. On travaille avec vous, bien sûr. Première remarque, il y a des artistes qui n'ont pas du tout envie ou qui n'ont pas du tout les capacités. Je ne dis pas ça sur un sens critique, mais de participer à l'éducation à l'image. Il y en a, j'en connais pas mal. Soit parce que ça les intéresse pas, soit parce que, comme souvent certains artistes étant très égocentrés, ils n'ont pas forcément du tout le sens du partage. Et pour, à la limite, participer à un projet, s'inscrire dans un projet, dans une résidence et tout, c'est avant tout, je dis bien avant tout, malheureusement, une manière de faire rentrer des pépettes dans la caisse parce que tout le monde ne vit pas de la vente de ces tirages à des galeries ou à des collectionneurs, etc. Donc il faut bien penser qu'il y a un écart, je le dis depuis de nombreuses années, qui, je crois, se creuse entre le monde de la culture, je veux dire avec ce qui est très bien, c'est-à-dire l'accès généralisé, l'accès à la culture et tout, et les artistes, ce n'est pas la même logique. Et parfois, les artistes, alors je force le mot, sont instrumentalisés ou s'instrumentalisent eux-mêmes par rapport à la culture, parce que c'est le seul endroit où il y a un peu de gâteau, où on peut aller essayer de récupérer quelque chose. Et parfois, ça occasionne même des effets, j'allais dire, des dommages collatéraux qui sont que des artistes commencent à se tirer dans les pattes entre eux pour obtenir tel ou tel projet ou tel copinage avec telle structure, etc. Bon,
je ferme cette parenthèse. Donc c'est quand même important de le dire, tous les artistes n'ont pas forcément l'envie ou les qualités pour participer à ces opérations. Moi, personnellement, j'adore ça parce que je ne m'intéresse pas qu'à mon travail, je m'intéresse à la photographie depuis très longtemps. Alors, effectivement, ce que je voudrais dire, par exemple, par rapport à l'éducation nationale, où je suis aussi longtemps et très souvent intervenu, il y a des choses que je faisais au début que j'acceptais, par exemple, des saupoudrages, des projets qui se faisaient une fois toutes les semaines, on allait voir une classe, etc. Maintenant, je dis niet, on s'organise autrement et on prend une journée, 2 jours, 3 jours, quitte à modifier les emplois du temps, ça se fait en accord avec les enseignants, les choses comme ça, c'est pas facile à faire, mais ça permet aussi de partager des moments complets avec des élèves ou des collégiens ou des lycéens, c'est-à-dire non seulement le moment où il y a de la pratique photographique, mais aussi des repas, dormir dans l'internat avec eux, etc. Et donc de montrer du boulot, partager ces choses-là. Et c'est, je crois, beaucoup plus fort comme démarche. On arrive à... Parce que ça crée un temps fort, ça crée quelque chose d'extrêmement... dont souvent ils se rappellent après, quoi. C'est quelque chose qui ne ressemble pas à une intervention, comme il peut y avoir une intervention d'un musicien à un autre moment, je sais pas quoi, d'un plasticien et tout. Hein, donc... Okay. Il y a plein de gens qui veulent prendre la parole. Si vous voulez réagir assez brièvement pour que tout le monde puisse parler. Les artistes qui se tirent dans les pattes, on n'a pas attendu l'éducation artistique, je pense, mais est-ce que vous avez... Oui, alors très rapidement, ça pose aussi la question du temps, avoir le temps de pouvoir mener des interventions, et c'est ce qu'on essaie de développer dans nos structures. Et quand on dit qu'on manque de moyens, c'est de moyens pour prendre le temps et pas pour saupoudrer. Et d'autre part, l'artiste qui intervient dans l'éducation à l'image intervient en plus du photographe intervenant qui, lui, anime l'atelier toute l'année. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que le réseau a monté la formation photographe intervenant et qu'on essaie de former au mieux des photographes professionnels qui vont intervenir sur la durée. L'artiste, c'est le complément nécessaire et indispensable dans cette politique d'éducation à l'image que nous menons. Et surtout, dans nos structures, on a des médiateurs, des salariés médiateurs, et on veille toujours à bien faire la médiation et à être l'intermédiaire entre l'artiste et le public pour que l'artiste puisse vraiment rester dans son rôle. Madame. Oui, merci beaucoup Dominique de Fonréau. Je suis historienne de l'art et aussi présidente bénévole du Point du Jour. Moi, je trouve ça vraiment passionnant, évidemment, et depuis très longtemps, je participe à l'éducation à l'image, mais ce qui me questionne dans le terme éducation à l'image, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand même la faiblesse de l'implication du ministère de l'Éducation. Et je pense que ça, il faut l'avoir à l'esprit. Est-ce qu'il y a des gens du ministère de l'Éducation ? Il faut l'avoir à l'esprit et je le dis aussi. Je leur dis aussi comme conservateur de musée où c'est le même enjeu en fait dans la réalité. Donc je pense que je rejoins aussi ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que ce serait aussi intéressant peut-être de voir avec nos collègues du ministère de l'Éducation comment l'éducation peut être à l'éducation et aussi parler de sensibilité à l'image, d'ouverture à l'image, de regard sur l'image, parce que je rejoins tout à fait ce que Fred Boucher disait à l'instant en fin d'intervention. Je pense qu'il n'y a pas que les enfants qu'il faudrait rendre sensibles à l'image et que ce terme éducation peut nous renvoyer peut-être un peu trop étroitement à cet enjeu de l'éducation nationale. Et je pense effectivement que par rapport à certains décideurs privés, par rapport à certaines fondations privées. Je vois par exemple ce qui est fait dans le domaine de la mode, que ce soit par Chanel, par Hermès, je vais en oublier quand je fais des listes, pardon, mais par LVMH, etc. Tous ces gens sont des utilisateurs incroyables d'images, absolument stupéfiantes. Des images d'ailleurs que quand on s'amuse à les décoder avec les instruments de l'histoire de l'art, on comprend infiniment mieux, même si on n'est pas, ce qui est mon cas, spécialiste de mode. Donc je pense que ce serait, à mon avis, essentiel d'aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça peut-être qu'il faudrait, bien sûr, ne pas perdre d'éducation, laquelle, je veux dire, j'aurais pas choisi mon métier si j'y étais pas sensible, mais je pense que cette idée d'ouverture, de sensibilité me semble à souligner. J'ai pas de Yaka Foucon parce que ça fait 35 ans que je travaille dans ces domaines-là et que je suis pas plus arrivée et que j'ai fait plein de choses comme ça, parcellaires souvent, mais méritantes. Mais voilà, mais c'est juste que je crois que c'est important de le souligner. Alors, on va prendre 2-3 autres remarques. Est-ce que
Ouais, vous pouvez répondre peut-être à plusieurs personnes en même temps. Très rapidement, par rapport à l'éducation nationale, c'est le problème numéro 1. Je crois qu'il y a une disparité complète entre les régions, entre les inspections, entre les rectorats, sur les questions de formation des enseignants. Ce que tu racontais, ça ne se passe pas du tout comme ça en Hauts-de-France. La problématique aujourd'hui, c'est la présence de la photographie dans les ESPE. Et dernier point, la formation continue, peut être difficile sur le temps de vacances des enseignants. On ne leur paye pas les déplacements. Il y a des tas de problèmes qui sont des problèmes très basiques qui font que ça ne peut pas marcher et que ça ne marche pas. Et pour finir, aujourd'hui, moi, si je fais le bilan de 40 ans d'éducation à l'image, ce que je ressens, c'est un désengagement des enseignants, même s'il y a des enseignants extrêmement motivés. Et ceux avec qui on fait des ateliers sont extrêmement motivés, bien évidemment. Mais globalement, sur ces questions d'image, ils sont complètement seuls par rapport à ça. Et on leur demande de prendre en considération l'éducation aux médias, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, chez Diaphane, on fait des formations dans le cadre de projets de 3 heures ou 6 heures pour des enseignants. Des enseignants ou de l'éducation nationale ? Des enseignants de l'éducation nationale, mais sur des fonds, sur des fonds culture. Parce que c'est essentiel, si on ne fait pas ces formations qui sont hors PAF, hors bidule, hors tous les trucs, vous savez, éducation nationale, on est hors. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut avancer, il faut qu'on soit hors. Peut-être. Ouais, c'est pour ça qu'au BAL, notamment, dans les programmes que l'on mène, il y a toujours des temps de formation pour les enseignants. C'est-à-dire que comme c'est des projets collectifs où il y a plusieurs établissements qui sont engagés, il y a un lancement du projet où les enseignants ne vont pas découvrir en même temps que leurs élèves ce qui va se passer dans leur classe, de façon à être en capacité de s'approprier le programme, le projet, et de faire des liens avec leur discipline. Et à minima, c'est 3 temps dans l'année, mais qui sont inclus dans le projet lui-même d'éducation à l'image. Et d'autre part, je crois que les enseignants sont très, à l'écoute d'être formés. On retombe sur la question du temps, on retombe sur la question des moyens dont on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, il y a aussi cet autre enjeu. Certes, on travaille avec des enseignants qui sont, férus d'EAC, d'éducation à l'image. Comment on arrive justement à transmettre cette passion ou cette conviction à ceux qui sont beaucoup plus frileux. Et je vois bien par rapport aux études sociologiques qu'on a pu faire, nous, avec notre public, que c'est souvent des enseignants plutôt mûrs, armés, qui ont un certain nombre d'années au sein de l'éducation nationale, qui osent prendre en main justement ces projets parce qu'il faut être malléable, il faut être agile, il faut faire à l'intérieur de l'institution pour trouver le temps et tout ce dont certains parlaient. Il faut avoir de l'expérience avec sa classe. Moi, je fais de l'éducation au son, ça se prépare, c'est pareil. Monsieur là, parce que ça fait longtemps que vous avez le micro, monsieur derrière. Non, c'est juste pour faire rebondir Fred Boucher sur les relations avec l'entreprise. Qu'en est-il du projet de la réalisation Usimage? Et est-ce que ce projet faisait partie effectivement du développement de l'esprit critique par rapport à l'entreprise et aux photographes que tu faisais intervenir? Très rapidement, oui. C'est dans la stratégie. On revisite l'histoire de la photographie par le biais de la commande institutionnelle dans les entreprises. Il y a du développement pédagogique par rapport à cette question de la représentation du travail en général dans le passé, par la création contemporaine. Et donc oui, ça fait partie d'une forme de stratégie pour revisiter effectivement, entre autres, des commandes qui ont été faites à des grands photographes ou à des photographes qui travaillaient pour des entreprises et de donner aussi envie d'avancer sur cette question-là. Il reste on a une question ici importante. On clôturera dans 3 minutes parce qu'on enchaînera ensuite sur 3, mais allez-y, monsieur. Sur une programmation. Florent Pommier, je suis journaliste et photojournaliste. Je me permets d'intervenir sur comment on pourrait remuscler notre politique d'éducation aux médias, d'éducation à l'image. Pourquoi pas, au sein du ministère de la Culture, créer une direction à part qui s'appellerait éducation artistique et culturelle. Il n'y a pas de direction à part. Elle est au sein il y a une sous-direction, une EAC, une vraie direction qui serait plus armée face au ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il faut armer le ministère de la Culture face au ministère de l'Éducation nationale. C'est de la politique. Si l'image est à ce point importante, il faut
qu'on en profite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que nous, acteurs du terrain, on soit les premiers à obtenir des financements, des résidences, alors au-delà des résidences, des ateliers réguliers. Il faut qu'il y ait les sous-pleuves, si je puis me permettre. Et il faut y aller avec une structuration institutionnelle. C'est pas seulement allez-y les acteurs de terrain. Mais l'éducation aux médias, c'est énorme, mais c'est un peu trusté par la presse écrite. C'est saupoudré, parce que pour être un acteur de terrain, je le vois bien, il faut aussi se battre pour chaque projet. Ce n'est pas une politique qui est défendue grosso modo par l'éducation nationale, c'est ministère de la Culture seulement. En interministériel, il va falloir faire plus d'efforts. Si on peut se permettre, au ministère de la Culture, vous avez le Haut Commissariat à l'EAC et vous avez au sein de la DGESCO du ministère de l'Éducation nationale la mission EAC. On voit que ça ne suffit pas. En fait, il faut quand même dire que les choses sont aussi en marche, en route, et que les ministères se parlent ensemble, et qu'on y travaille. Enfin, voilà. Et on sait qu'on a quand même aussi des mastodontes des deux côtés, et que les choses prennent du temps. Et c'est pour ça aussi qu'on ouvre aujourd'hui des espaces de dialogue comme ceci pour voir. Juste, il y avait une dame qui voulait parler les choses. Monsieur Rine, et puis vraiment terminera. Il y avait une dame là-bas qui voulait parler. Oui, depuis longtemps. J'ai le micro là. Non. Très rapidement, c'est pour revenir sur ce que Fred a dit au début avec les États généraux de la photographie. Au moment des États généraux de la photographie, il y avait un représentant de l'Éducation nationale qui était là. Et l'Éducation nationale avait un service spécial sur l'enseignement de la photographie, et elle avait même un magazine qui était trimestriel, qui était dirigé par Dominique Gessler. Donc ça veut dire qu'il y a 40 ans, ces choses-là existaient au sein de l'Éducation nationale, la formation à l'image. Voilà ce que je voulais ajouter historiquement. Merci. Et la dame qui était au fond, à qui j'ai fait une promesse visuelle. Oui, merci. J'ai lu la promesse, j'aurais été déçue. Anne-Laure Paris, je représente Gilles Verneret du Bleu du Ciel à Lyon. Et je rebondissais sur ce que vous avez dit, l'éducation à l'image est vraiment à la frontière entre le ministère de la Culture et l'Éducation nationale, évidemment. Et concrètement, basiquement, un poste d'administrateur de centre, c'est la même chose. C'est quand on fait un dossier de demande de subvention, comme tout le monde le fait chaque année, finalement, on a tendance de plus en plus à amarrer l'honoraire artistique, la création artistique à l'éducation à l'image, puisque c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller chercher du beurre pour les épinards des artistes. Et donc ça a vraiment un impact quotidien sur la gestion d'un lieu de diffusion qui voudrait faire de l'éducation à l'image, qui n'en a pas forcément les moyens, qui n'a pas forcément les moyens d'aller payer non plus les honoraires d'artistes. Et finalement, cette frontière poreuse, elle a un impact. J'imagine que je ne suis pas la seule à me reconnaître dans ce discours. Ça fait écho à certaines de vos demandes de subventions. Mais finalement, c'est plus s'il faut demander au ministère de la Culture ou à l'Éducation nationale pour porter les projets d'éducation à l'image et garder une ligne budgétaire séparée pour la création artistique. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si alors on m'indique qu'on peut prendre votre remarque, monsieur, mais après c'est terminé. Oui, hein, il faut qu'on passe à la suite. Hein. Je vais aller assez vite. Merci. Je vais reprendre les propos de mon collègue Florent. Je suis moi-même photojournaliste. Je fais aussi de l'intervention au sein d'une association, Parole de photographe. On fait du fake news, on fait des interventions, on monte des projets photographiques. Et effectivement, la question du budget auprès de l'Éducation nationale, c'est une galère. Je viens d'avoir le Pass Culture, d'accéder au Pass Culture qui permet aux enseignants, parce que maintenant c'est un parcours qui est fléché pour les enseignants, c'est aussi une galère pour eux. On a mis plus de 8 mois pour obtenir cet agrément. Et là, c'est en fait des financements qui sont demandés 1 an à l'avance et on n'a aucun interlocuteur vraiment auprès de l'Éducation nationale. Donc je dis que c'est vraiment une vraie galère et c'est impossible. Il faudrait vraiment avoir un interlocuteur, comme le dit Florent, auprès de l'Éducation nationale pour ces questions liées à l'éducation aux médias, en tout cas, et à l'image de presse, pour qu'on leur donne un sens. Eh ben, on va relayer cette parole. Moi, je vais le faire en tout cas. Merci beaucoup. Daphné, alors je ne peux pas résister à donner la parole à Daphné Juster, mais elle apporte un autre éclairage. Mais on va être un petit vraiment, peu voilà, on dérape un petit peu sur notre temps. Alors, je suis Daphné Juster, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je voulais venir vous voir, mais je voulais vous dire que j'ai accompagné une association qui intervient
dans le primaire à Paris, qui est totalement dépendante de la subvention du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il y a des engagements sur 2 ans. Il concourt à nouveau sur l'appel d'offres et effectivement, parfois, le ministère estime qu'il faut faire tourner et donc ils n'ont plus la subvention. Donc évidemment, c'est une catastrophe du point de vue financier, du point de vue des engagements. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on a eu une question qui s'est posée juridique très importante, qui était le statut des photographes qui intervenaient au moment où ils faisaient ces ateliers. Alors je précise que ces photographes intervenaient avec la mission, d'abord au préalable de proposer un projet, d'accompagner les enfants jusqu'à la création d'un projet qui souvent d'ailleurs était présenté au SOR 4. Et donc à un moment donné, il y a eu l'URSSAF qui a dit « mais vous êtes de simples animateurs, vous devez donc les engager comme des salariés et payer des charges sociales ». Donc on a contesté la décision, c'est pour ça que je voulais vous en faire part, et on a contesté devant la commission, etc. Et on a obtenu de l'URSSAF la reconnaissance du statut d'auteur et de créateur du photographe qui intervenait. Donc ça a été très important du point de vue effectivement de l'équilibre financier de l'association. Donc ça existe. Merci beaucoup. C'est pas vraiment une conclusion, mais je crois qu'on a pu dire plein de choses. Merci à tous pour votre attention, très agréable. Merci pour vos interventions très instructives. On passe à Entre les images, un programme exemplaire de la transmission à la co-création. Merci encore.